problems with the house I wish you could take care of? One, I've got some cats parking in front of the house. I can't get down to the office and that... Dans la première partie de l'analyse de cette séquence, on a vu comment Spielberg a créé du suspense, de la tension, uniquement en jouant sur nos attentes. Bah oui, il est pas bête, hein. Il sait qu'on se doute fortement que le requin va à nouveau frapper. Alors le petit coquin n'a pas arrêté de nous balader, de nous distraire, de brouiller les pistes. Et il s'y est pris de plusieurs façons. Bon, le cadre déjà, la quiétude et l'innocence d'une plage. Ensuite, en multipliant les personnages, en passant de l'un à l'autre, en nous faisant entendre des conversations complètement futiles qui se déroulent en arrière-plan. Et bien sûr, en créant de fausses alertes. Bref, toutes les questions qu'on se pose inévitablement, quand et comment l'horreur va surgir, lequel de ces personnages sera la prochaine victime, toutes ces interrogations se heurtent à cette mise en scène qui refuse de nous révéler quoi que ce soit. Elle nous donne que des banalités, des fausses pistes, elle nous distrait avec des choses futiles, avec une légèreté déconcertante. Rien de concret sur la menace qui pèse. Ah, c'est frustrant, c'est horrible. Et c'est ça qui crée une tension. C'est la friction, le frottement qui se joue entre notre forte appréhension et le calme apparent de la scène. L'absence d'une véritable menace. Évidemment, plus on avance, plus on est sur le qui-vive, en mode observation totale, parce qu'on sait que ça va finalement venir. Alors, on n'est pas tout seul, il y en a un autre qui est à l'affût de la moindre menace. Brody, l'élément clé de cette séquence, car c'est lui le véritable sujet, et l'expérience traumatisante qu'il va vivre. Et en étant assis, placé littéralement comme voyeur de la scène, comme spectateur, en nous plongeant dans son point de vue, il devient pour ainsi dire notre double. Et on a vu que toujours dans la même intention de distraire, de troubler notre regard, Spielberg s'est amusé à interposer des obstacles. Après 2 fausses alertes qui ont bien joué avec ses nerfs, Brody se dit qu'il se fait décidément trop de films, et c'est le moment où il baisse la garde. Bon alors là, le compteur des potentielles victimes grimpe très sérieusement. Et surtout revient dans le cadre, en arrière-plan, celui qu'on avait un petit peu perdu de vue, le jeune Alex sur son matelas pneumatique. Et Spielberg place alors sournoisement les pièces de son échiquier pour ce qui va suivre. D'un côté Brody, toujours assis, et sa femme derrière lui qui le relaxe, et de l'autre, son point de vue sur les enfants qui jouent dans l'eau. Et arrive enfin le premier indice concret d'une menace. Le bout de bois avec lequel le chien s'amusait, qui flotte maintenant tout seul, sans vie, sur la mer. Alors là, ça y est, tous les voyants passent au rouge dans notre cerveau de spectateur, mais le truc c'est qu'il n'y a que nous qui le savons. Bah oui, la mise en scène nous a bien fait comprendre que cet indice, il est juste pour nous. Ni le garçon, ni Brody, ni personne ne voit ce bout de bois, et est encore moins capable de tirer les conclusions que nous en faisons. Et alors là, c'est terrible, on a envie de crier. Eh les gars, le chien a disparu, c'est sûr, le requin l'a bouffé, alors allez chercher tout de suite vos gamins dans l'eau. On visualise donc la menace, on anticipe l'horreur, à l'insu de tout le monde, tout en ressentant notre propre impuissance. Bref, là, Spielberg vient de sortir un outil extrêmement puissant, la fameuse ironie dramatique. On sait, nos spectateurs, un élément crucial que tout le monde dans le film ignore. Si vous voulez en savoir un peu plus, je vous renvoie à l'épisode sur Mad Max, où j'en parlais. Alors maintenant que Spielberg nous a mis dans la confidence que la menace est bien là, réelle, il va appuyer sur l'accélérateur. Et boum, changement total d'ambiance, on se retrouve sous l'eau, à la place du requin. En quelques plans, on est donc passé du tout au tout. D'aucun signe de danger, on a basculé quasiment en un claquement de doigts à la menace qui est là, juste sous les pieds des gamins. Mais attendez les amis, je vais peut-être vous donner l'impression que j'enfonce une porte ouverte, mais j'ai quand même une question. Pourquoi sommes-nous persuadés que nous sommes là à la place du requin, et pas à la place d'une truite ou d'une crevette? Et j'irai même plus loin, pourquoi sommes-nous persuadés que ce plan, c'est la vision subjective d'un animal? Parce qu'en réalité c'est quoi? C'est juste une caméra qui se balade, tenue par un plongeur. Alors pourquoi? Et ça suffit pas de dire que c'est juste évident. Non, au cinéma, il n'y a rien d'évident, il y a juste de la mise en scène. Et si ça nous paraît évident, à nous spectateurs, c'est que la mise en scène est réussie. Alors, par quelle magie de mise en scène sommes-nous persuadés que nous sommes là à la place du requin? Et remarquez quand même un truc incroyable. On y croit à fond, on visualise le requin, mais très objectivement, depuis le début du film, ce requin, on l'a absolument jamais vu. Mais je veux dire, jamais vu concrètement. Pas un seul morceau de son anatomie, pas un bout d'aileron. Alors c'est quoi le secret? Alors vous allez me dire déjà, la musique. Oui, c'est vrai que c'est pas pour rien qu'elle est devenue culte. La musique de John Williams fonctionne à merveille. Mais évidemment, il y a d'autres éléments plus structurels qui ont permis une mise en condition. Il y a le tout début du film, le générique qui nous mettait d'emblée la tête sous l'eau, avec la fameuse musique. Mais c'est surtout avec la première attaque qu'on a associé ce mouvement subaquatique qui s'approche d'une personne avec l'idée d'être dans la perception subjective du requin. Parce que juste après ce plan, il y a un cut qui instaure une relation de cause à effet.
Ensuite, il y a la découverte du corps qui a bien travaillé notre imagination. Et enfin, la séquence qu'on est en train d'analyser, dont vous comprenez maintenant tout l'intérêt d'avoir repoussé au maximum l'apparition de ce fameux plan. En ne révélant aucun signe de menace, ça a permis de créer une tension, de monter en épingle notre imagination et d'être tellement en attente de l'apparition du requin que quand arrive ce fameux plan, il ne fait absolument aucun doute qu'on est dans sa subjectivité. On attendait que ça, pour ainsi dire. Et le truc absolument génial dans cette mise en scène, c'est ce chien et ce bâton de bois qui a joué le rôle d'un déclencheur, d'un avertisseur. Et donc en plus de l'attente, ce petit élément avertisseur est venu amplifier l'apparition de cette vision subaquatique. Et remarquez quand même l'idée géniale de ce bâton qui nous signifie tout de suite que le monstre est passé à table. C'est quand même beaucoup plus fort, ça stimule beaucoup plus notre imagination que la simple vue d'un aileron qui passe. Donc voilà, maintenant vous comprenez pourquoi ce plan sous l'eau est directement associé à la vision du requin. Alors désolé, c'était peut-être un peu long, mais ça paraissait intéressant d'analyser ce plan qui semble tellement évident pour tout le monde que finalement personne ne prend le temps de l'analyser. Alors maintenant, avançons. Ah non, attendez, je voulais vous dire autre chose. Si là Spielberg a utilisé ce fameux plan subjectif pour suggérer la présence du requin, au cours du film il va utiliser d'autres procédés de mise en scène pour le montrer sans le montrer et nous faire sentir sa puissance. Par exemple ce morceau de ponton là qu'il a arraché, toujours avec la musique de John Williams. Et plus tard, autre idée géniale, ces barils d'air qui, quand ils arrivent au nombre de 3, laissent imaginer la puissance de la bête. Ah tiens, c'est marrant, ces barils sont jaunes, comme le matelas du petit Alex. Bon alors justement, revenons à notre séquence, et là, promis, j'arrête de faire durer le suspense. On s'approche donc, non je veux dire, le requin s'approche menaçant d'Alex sur son matelas pneumatique, et là, on va basculer dans l'horreur. Bon alors là, petit Alex, c'est dur, pas le temps de dire ouf, il est déjà dans l'eau, croqué par le requin. Alors vous avez remarqué qu'on n'est pas du tout en gros plan, non, on est en plan éloigné. Et vous l'avez reconnu, ce plan, c'est le plan qu'on a eu un peu plus tôt et qu'on a assimilé au point de vue de Brody. Et tout l'intérêt de ce cadre, c'est d'avoir les enfants au premier plan, là, qui jouent, là, qui éclaboussent de l'eau. Ça fait comme un écran qui nous empêche de clairement voir ce qui se passe au fond. Et ça encore, mais c'est génial pour stimuler notre imagination. On voit juste ce qu'il faut pour que tout s'emballe dans notre cerveau de spectateur. Et en plus, le pauvre petit Alex, on comprend franchement pas ce qui se passe. Un aileron, une nageoire, le matelas pneumatique qui bouge dans l'autre sens, ça rend l'image encore plus intrigante. Et alors regardez maintenant comment Spielberg, et j'ai oublié de la mentionner, Verna Fields, la monteuse, qui a d'ailleurs obtenu l'Oscar du meilleur montage avec ce film, et franchement c'est super mérité, regardez comment maintenant tous les deux vont magnifiquement, enfin je devrais dire terriblement, nous faire vivre la réaction de Martin Brody. Et ça commence donc par ce plan. Des parents qui ont vu quelque chose mais qui comprennent pas encore ce qui se passe. Et vous avez remarqué que c'est pas la réaction de Brody qu'on a. Celle-là, on va la garder pour plus tard. Alors, les parents se lèvent aussitôt, et au passage, remarquez autre chose, qui n'a pas réagi, c'est la mère d'Alex. Elle lit tranquillement, à 10 000 lieues d'imaginer que son fils est en train de disparaître dans la gueule d'un monstre. Et justement, maintenant, on va retourner à notre pauvre petit Alex, pour un plan où là, on comprend mieux ce qui se passe. Attention les yeux. Ah, cette image-là, mais ça m'a terrifié. J'en ai fait des cauchemars et après, pendant les vacances, je pouvais plus rentrer dans l'eau. Ah oui, ce plan est très violent, c'est peut-être un des plans les plus violents de tout le film. Et c'est très intéressant de voir pourquoi. Parce que oui, il est très graphique avec ce sang qui gicle, le pauvre Alex qui est projeté hors de l'eau comme une marionnette, mais il n'y a pas que ça. Il y a, comme précédemment, ces enfants qui jouent au premier plan et qui éclaboussent de l'eau. Donc à nouveau, effet écran et stimulation de l'imagination. Et deuxième chose qui découle de ce cadrage et qui était valable pour le plan précédent mais je l'avais pas mentionné, il y a un effet de contraste très perturbant, dérangeant même. Devant des enfants qui jouent dans l'insouciance totale et derrière eux un autre qui se fait horriblement étriper. Il y a quelque chose de totalement antinomique dans cette image, avec d'un côté des éclaboussures d'eau liées au jeu et au plaisir et de l'autre des éclaboussures de sang liées à la mort. Et c'est cette juxtaposition très extrême qui fait que l'image est très perturbante et souligne encore plus l'horreur et la violence de ce qui se passe. Alors, plan suivant, on retourne dans l'eau. Et là, on est en plan rapproché sur Alex. C'est le moment de la noyade, c'est un peu étouffant. Et ce rideau de bulles et de sang qui envahit tout le cadre laisse présager qu'il a très peu de chances de survie. Et maintenant que tout est joué, c'est la claque.
La claque pour Brody et évidemment la claque pour nous spectateurs. Car on l'a vu, toute cette séquence repose sur son regard. Factuellement, il n'a rien fait d'autre que de regarder. Et donc, au risque de me répéter, on fait un avec lui. Il est notre relais émotionnel. Ou dit autrement, il est notre double. Et donc là, c'est lui, c'est nous qui sommes cloués sur notre fauteuil. Évidemment que ce plan est fort. On a presque l'impression de nous voir, nous, spectateurs, dans un miroir. Alors ce plan est très iconique, hein, vous le connaissez tous, alors je vais essayer de vous apprendre 2-3 petites choses qui, me semblent, n'ont pas été souvent relevées. Sur le plan technique, c'est la combinaison d'un zoom et d'un travelling, ça vous le savez. Cet effet est surtout connu pour avoir été utilisé dans le film d'Hitchcock, du coup on l'appelle l'effet vertigo, ça aussi vous le savez. Mais son vrai petit nom, c'est Dolly Zoom, ou Travelling Compensé, ou Transtrav. Bon, ça vous savez, et on s'en fout un peu. Et cet effet crée une distorsion des perspectives, ce qui produit donc une impression de vertige, voire de nausée si vous le passez en boucle. Bon, ça, vous commencez à le sentir, alors je vais arrêter de vous le repasser. Mais ce que vous savez peut-être moins, c'est qu'il y a un élément dedans qui fait froid dans le dos. Regardez bien, il n'y a pas un détail qui retient votre attention. Qu'est-ce qu'on a derrière Brody ? C'est quoi ses mains sur ses épaules? Eh oui, c'est sa femme, mais là, l'impression est étrange. Sa femme, là, c'est un glaçon, c'est un mannequin, inexpressif. Et du coup, il y a un côté incongru, presque glaçant, dans cette présence. Alors vous allez me dire, oui, elle fait un massage à son mari, mais ça c'est un truc intellectuel. Mais visuellement, qu'est-ce qu'on a? Un corps sans visage, dénué d'expression. Il ne réagit pas. On contraste justement de Brody. Et voilà, encore une histoire de contraste. Voyez le truc? Comment ce corps neutre, inexpressif, vient relever la réaction de Brody? Ce petit jeu de contraste, de décalage. Bon alors, on pourrait en parler pendant des heures, mais il faut que je vous parle aussi du montage. Comment notre cerveau de spectateur, comment nos émotions ont été préparées. Parce que ce plan, il arrive pas tout de suite après l'attaque. Avant ça, Spielberg et Verna Fields nous ont fait passer par plusieurs étapes émotionnelles. D'abord, un moment de confusion, on réalise tout juste ce qui est en train de se passer. Et après ce moment de confusion, boum, première claque, choc visuel, l'horreur. Ensuite, un moment presque suspendu avec cette image quasi abstraite, un plan dont la durée est relativement longue et pendant lequel tout se trouble littéralement. Et c'est précisément après ce moment de flottement, de confusion, qu'arrive la deuxième claque, la réaction de Brody. Réaction qui amplifie tout ce qu'on vient de ressentir. Mais l'inverse est également vrai. Tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a ressenti, on l'investit dans la réaction de Brody, ce qui vient l'amplifier. Les deux fonctionnent ensemble, ça s'auto-alimente. Donc vous voyez comment tout ça c'est malin, comment Spielberg et Verna Fields ont segmenté l'action pour créer deux moments forts, précédés de deux moments de trouble et de confusion. Et de cette façon, c'est pas une, mais deux claques qui nous mettent dans la figure. Alors évidemment, la séquence n'est pas terminée, le plan qui suit avec le fils de Brody est également tout à fait intéressant à analyser, mais tout ça je le laisse pour la séance très spéciale consacrée aux Dents de la Mer. Je vais juste encore pointer une dernière chose pour vous montrer quand même le génie et la finesse de la construction de cette séquence. Tous les parents vont chercher les enfants, sauf Brody qui se garde bien de mettre un pied dans l'eau, et vous vous souvenez la maman d'Alex qui était restée dans sa lecture alors que tout le monde réagissait? Eh bien, c'était pour préparer ce moment précis. Quand tout le monde a récupéré son môme, elle sort de la mêlée et se retrouve seule au bord de l'eau. Voilà, c'est simple comme bonjour, il fallait juste y penser. On sent tout de suite sa solitude, son désarroi profond, pas besoin d'en faire des tonnes. On la laisse simplement marcher, s'approcher de la caméra, à la recherche de son garçon, et cut. Alors après avoir vu cet extrait qui m'avait un peu traumatisé lors de la séquence du spectateur, 1 ou 2 ans après, j'ai fini par le voir. À la télé. Et ensuite, comme je l'avais enregistré sur cassette vidéo, j'ai revu un bon paquet de fois. Mais ce qui est marrant, cette scène en particulier, en la revoyant adulte, père de 2 enfants, dont l'un des deux, ma fille, ne veut pas du tout, mais pas du tout le voir, tellement l'affiche l'avait terrifiée quand elle était toute petite. Et donc, en étant père de famille, ce que je ressens dans cette scène, c'est davantage l'horreur de la perte d'un enfant, plus que l'attaque du requin en lui-même. Ah, les doubles lectures, la richesse des propos, voilà ce qui fait que ce film est absolument génial. Et cette séquence-là particulièrement traumatisante, parce que oui, c'est évident, il y a la peur du monstre, mais aussi la peur de perdre son enfant, parce que c'est quand même ça que Spielberg met en scène, une mère qui perd son enfant. Et le choc de Brody, évidemment, parce que ce qu'on voit là, c'est aussi l'effroi du père qui réalise que son enfant est en danger. Et cette émotion qui m'était inconnue, ado, je la retrouve d'autant plus dans 2 autres scènes qui s'enchaînent. Oui, cette scène avec la maman d'Alex en deuil. Chief Brody? Yes? Après la scène de la plage, et là, c'est la deuxième claque pour Brody. You knew it was dangerous, but you let people go swimming anyway.
Un geste fort qui le renvoie à toute sa responsabilité et son impuissance. Et évidemment, avec cette mère en deuil et Brody qui a failli dans son rôle de protecteur, la scène touche à une peur profonde de la parentalité, celle de ne pas avoir su préserver son enfant du danger. Et regardez comme c'est beau, scène suivante, c'est précisément l'enfant de Brody qui, dans toute son innocence, lui apporte du baume au cœur. Et au bout de ce petit jeu, comme un pansement sur une plaie invisible, un baiser. Sur la joue, évidemment. Une scène très simple que je trouve vraiment très touchante. Et donc ce film, peut-être parce qu'il correspond à un vécu personnel que j'ai eu jeune et qui m'a profondément marqué, eh bien il reste pour moi comme un pont vers l'enfance qui s'est mélangé avec le temps avec une perception adulte. Pas sûr que ça veuille dire vraiment grand chose tout ça, mais c'est un peu la sensation que j'ai. Ah oui, devant ces chefs-d'œuvre, des fois, c'est tellement complexe ce qu'on peut ressentir que, bon c'est pas facile de mettre des mots dessus. Alors moi, je vous propose qu'on se retrouve prochainement pour une séance très spéciale où on prendra le temps d'explorer toutes les nuances de ce film passionnant. On grattera sa surface pour découvrir sa mise en scène, sa structure narrative et ses nombreux thèmes. La relation avec l'enfance, le conflit entre responsabilité individuelle et pression collective, l'affrontement de l'homme contre la nature, les peurs primitives, bref, il y a de quoi se mettre sous la dent en explorant ces séquences de A à Z. Alors, je sais pas si je vous l'avais dit, mais Les Dents de la Mer, c'est seulement le 3e film de Steven Spielberg. Et c'est véritablement celui-ci qui propulse sa carrière. Juste avant, son 2e film, c'était Sugarland Express. D'ailleurs, c'est sa première collaboration avec le duo Zanuck et Brown, les producteurs des Dents de la Mer. Et encore avant, en 1973, un film qu'il réalise initialement pour la télévision, avec une histoire déjà de requin, mais cette fois-ci sur la route. Duel, son premier coup de maître, dont un certain festival qui n'en est qu'à sa toute première édition récompense de son grand prix. Un festival qui frappe fort d'entrée de jeu et qui va devenir la référence du cinéma fantastique de science-fiction et d'horreur. Alors ce festival d'Avariaz ou d'Avaria comme vous voulez, on en parle dans la 3e partie.